Donc, je vous propose de commencer. On va procéder à la présentation justement des différents intervenants. Avant cela, nous vous remercions au nom des 7 Europe Direct, donc les centres d'information relais officiels de la Commission européenne au plus près des citoyens, basés dans les 5 départements des Pays de la Loire, mais aussi pour la région Bretagne, dans les Côtes-d'Armor et à Rennes pour la Maison de l'Europe de Rennes, de répondre à notre invitation qui va vous permettre aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus sur cette année européenne dédiée cette année 2023 à l'année européenne des compétences ou des talents, suivant la traduction, puisque vous savez que chaque année, la Commission européenne désigne une thématique pour une année européenne, et cette année, c'est l'année européenne des compétences. Donc, aujourd'hui, pour animer cet atelier, moi, Hélène Crépeau, en tant que Europe Direct Vendée et Ville de La Roche-sur-Yon, et je serai accompagnée de Magali Potier. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Donc Magali Potier pour la Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne. Europe Direct, Rennes-Bretagne. Et nous serons accompagnés également à la technique par Julie Angot. Bonjour à toutes et à tous, Julie Angot de la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct. Voilà. Alors Julie, si tu veux peut-être donner les consignes concernant la technique. Très bien. Donc, nous sommes en format webinaire, c'est-à-dire que on ne voit que les intervenants et donc les participants n'ont pas la possibilité ni de prendre la parole ni d'allumer leur caméra de manière autonome. Par contre, vous pouvez tout à fait réagir et poser vos questions dans le chat. Donc, c'est le petit outil discussion en bas de votre écran et nous essaierons d'y répondre tout au long de l'événement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à adresser vos remarques à tous dans l'outil de discussion pour que tout le monde puisse les voir et y réagir. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer la présentation, on tenait vraiment à vous remercier de votre présence puisque vous êtes assez nombreux. Et pour ceux qui éventuellement auraient envie de partager les débats passionnants que nous allons avoir ce matin, vous recevrez à l'issue de notre webinaire un lien pour voir en replay le webinaire parce qu'il me semble que Anissa, le webinaire est diffusé en direct actuellement sur Facebook, n'est-ce pas? Alors, Anissa a coupé, mais je pense que si on se connecte sur le Facebook de la Maison de l'Europe de Nantes, on aura le... Voilà. Oui, tout à fait. Je le mettais dans le chat, en fait. Nous sommes bien en direct sur le Facebook de la Maison de l'Europe de Nantes. Et vous retrouverez l'enregistrement juste après le webinaire sur YouTube. Parfait. Donc, on vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet avec un petit tour d'horizon de vos connaissances éventuelles sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, Julie, à toi la parole. C'est ça. Donc, on vous propose de faire un petit temps interactif grâce à l'outil de sondage Slido. Donc, les réponses sont anonymes. Hein. Vous avez deux options pour y participer. Soit vous allez sur votre téléphone, pas besoin de télécharger l'application. Vous aurez juste à vous brancher sur le lien qui va s'afficher. Alors, je vous le lance. Hop. Là, tout de suite. Tac. Donc là, voilà, vous pouvez aller soit sur votre téléphone et aller sur slido.com avec le petit hashtag ou scanner le QR code ou vous mettre sur votre ordinateur et ouvrir une autre fenêtre et vous mettre à nouveau sur slido.com, mais ça sera peut-être plus simple sur votre téléphone. Je peux vous mettre le lien aussi dans le chat. Et donc, ça va être quelques petites questions. Alors, on peut démarrer dès maintenant. Donc, pour vous, alors moi, je ne vois pas parce que j'ai les barres qui me cachent les questions. Mais ça va être… Alors, attendez, je vais me décaler. Pour vous, Erasmus+, c'est un programme européen pour les étudiants. Ah, bah, on voit déjà les réponses. Donc, je peux cacher comme ça ne faussera pas. Les étudiants, les jeunes en formation professionnelle, et les étudiants, tout le monde, quel que soit l'âge, en formation ou pas, ou les jeunes entrepreneurs. Alors, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Hein.
ça, il n'y a pas de souci. Donc, les gens sont en train de connecter, donc on va Je vous laisse laisser vous un petit peu. connecter. Je le répète, les réponses sont anonymes, donc n'hésitez pas à cocher tout ce que vous pensez être correct. Alors, ces questions, comme on le disait, ont pour but un petit peu de voir ce que vous connaissez déjà des dispositifs pour permettre après à nos intervenants de préciser leurs interventions par la suite. Donc, Magali, je pense qu'on peut passer aux résultats. Alors, Julie, donc les résultats apparaissent. Voilà. Les résultats, alors normalement, vous les voyez à l'écran, si ça marche. Donc, 70% qui a mis tout le monde, donc quel que soit l'âge, en formation ou pas. Ensuite, 52% les jeunes en formation professionnelle, les étudiants, 39% les étudiants et 22% les jeunes entrepreneurs. Alors, est-ce qu'on donne la bonne réponse ou ça sera expliqué tout au long du webinaire? Non, on peut afficher, enfin, donc parmi les résultats, en fait, toutes les réponses sont bonnes. Donc, contrairement, en fait, l'idée, comme l'a dit Hélène, c'était de connaître un petit peu les perceptions que vous avez sur le sujet du jour. Et effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser, le programme Erasmus+ s'adresse à tout le monde. Il s'étend aujourd'hui à tous les profils et est accessible à un très grand nombre de personnes, quel que soit la formation ou quel que soit l'âge, quel que soit voilà le contexte dans lequel il s'inscrit. Donc on peut passer, Julie, à la question suivante, si tu veux bien. Donc la question suivante. Oui, vas-y. Non, vas-y, Julie. Alors pour vous, Erasmus+, c'est un programme européen qui peut soutenir donc une période de stage de maçonnerie pour un jeune en apprentissage, un séjour de vacances de jeunes, un tournoi international de handball ou une rencontre sur l'appui des entreprises au monde sportif. Alors là, à nouveau, vous pouvez donner plusieurs réponses si vous le souhaitez. On peut voir qu'il y a déjà 18 réponses. Est-ce qu'on montre les réponses ou on attend encore un petit peu? On peut attendre encore un petit peu, parce que tout le monde n'a pas répondu. On va entendre quatre réponses supplémentaires. Il y a un peu plus de réflexion là, peut-être sur la réponse à apporter. Tout à fait. Donc, Julie, je pense qu'on peut présenter les résultats. Alors, pour les résultats. Vas-y, Julie. Pardon. Vas-y. Parce que j'ai cette barre qui donc, pour répondre à cette question, l'idée, c'était d'avoir des réponses qui sont faites par les intervenants. Donc, les détails vont tout de suite être apportés par rapport à ce programme Erasmus+. Donc, ce que l'on va vous proposer pour la suite de ce webinaire, c'est que les intervenants puissent se présenter. Et ensuite, on va commencer les différentes parties que l'on a préparées avec les centres Europe Direct Bretagne Pays de la Loire. Super. Merci pour votre participation au petit Slido, un outil qui est bien pratique. Voilà, donc ça nous a permis aussi d'avoir l'ensemble des invités qui nous ont rejoints petit à petit. Donc, on va maintenant pouvoir présenter nos intervenants. Comme ça, ne vous inquiétez pas, personne n'a rien loupé. Donc, je vais passer la parole en ordre d'apparition à l'écran, comme on va dire. D'abord à Bruno Massé, si vous voulez vous présenter en 2 mots. Oui, donc bonjour, Bruno Massé, animateur jeunesse. Moi, je travaille à la communauté de communes des Couévrons en Mayenne. Très bien, merci. Ensuite, nous aurons Titouan Martin Barré. Bonjour à toutes et tous et merci d'être aussi nombreux présents. Donc, pour ma part, Titouan Martin Barré, je suis chargé de mission sport à l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport. Voilà, la parole de la Commission européenne, quelque part. Ensuite, nous aurons l'intervention de Samuel Vérité.
Bonjour à tous, Samuel Vérité, je suis co-gérant de la société coopérative d'intérêt collectif Kejal, qui est organisme intermédiaire de Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Un programme peut-être le moins connu de tous. Ensuite, nous aurons Frédéric Raza. Bonjour à toutes et à tous, Frédéric Raza, donc je suis formateur en restauration pour la partie service au Greta CFA, au pôle de Branly à La Roche-sur-Yon. Et vous serez accompagné de 2 apprentis? Et je serai accompagné, oui, de Samantha et Dylan, des apprentis qui justement ont participé au projet Erasmus. Donc, merci parce que je crois que vous avez quitté des cours pour venir assister à ce webinaire. Donc, on vous en remercie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, on verra Samantha et Dylan après tout à l'heure. Oui. Parfait. Magali, je te laisse introduire donc la première partie de notre matinée. Merci Hélène. Donc, sans plus attendre, on va lancer la première partie. Donc, la première présentation sera faite par Bruno Massé de la communauté de communes des Coévrons et sera suivie par Titouan Martin Barré de l'agence Erasmus+. Donc, je rappelle à nos intervenants, donc celle de la première partie et pour les autres, on vous demande donc un temps de parole limité et on sait que l'exercice va être difficile, mais on sait que vous allez pouvoir relever le défi. Donc, un temps de parole à 7 minutes que vous aurez chacun d'entre vous. Et donc, comme l'a expliqué Julie, vous pouvez, pour les participants, poser vos questions en direct sur le chat et que on organisera avec Hélène pour les poser aux intervenants, en plus de celles que l'on a reçues lors des inscriptions. Donc, Bruno Massé, c'est à vous la parole. Eh ben, c'est parti. Donc, du coup, je ne suis pas chargé de projet, je ne suis pas chargé de mission, je suis juste animateur jeunesse. Alors, si je le précise, donc je suis animateur jeunesse à la communauté de communes des Coévrons. Donc, pour vous expliquer un petit peu la situation géographique, c'est 24 000 habitants, les Coévrons, c'est 8 000 habitants pour la ville centre, si on peut appeler ça une ville, 28 petites communes et le département de la Mayenne. Donc, du coup, nous, alors, mon travail principalement à la collectivité, c'est de travailler sur des échanges de jeunes. Malgré tout, il y a 2 ans, pendant le Covid, on a décidé de travailler sur un programme qui est le programme Erasmus plus Sport. Et je vais essayer de vous raconter concrètement ce qu'on a fait et ce qu'on a souhaité mettre en place. Donc, la collectivité, elle est labellisée Terre de Jeux, comme beaucoup. On a un petit plus, on a une base arrière de préparation pour les Jeux Olympiques, à la fois pour le VTT et pour l'haltérophilie. Il y avait un souhait de la collectivité ou du président de remettre en place des événements forts ou quelque chose de stimulant à la veille des Jeux Olympiques sur le territoire. De mon côté, je travaillais où je connaissais un enseignant qui travaillait dans des écoles. En fait, on est parti d'un constat simple, c'est qu'on avait une envie de travailler sur du sport sur le territoire, une envie de développer des actions sportives, on va dire de masse, ou en tout cas quelque chose de conséquent à la veille des Jeux Olympiques. Mais on s'est vite rendu compte qu'on risquait, en faisant ça, de laisser de côté tout un tas de publics, notamment des jeunes en situation de handicap, tous ces jeunes dont on ne sait régulièrement pas quoi faire dans nos accueils de loisirs, dans nos séjours de vacances ou dans nos classes, parce qu'on n'a pas anticipé l'accueil de ces enfants-là, notamment sur des activités sportives. Donc du coup, moi travaillant sur des échanges de jeunes, ayant dans mon réseau des partenaires européens, j'avais un partenaire laiton qui travaillait sur le handicap principalement, ou dont la spécificité, c'est le handicap. J'avais un partenaire finlandais qui travaille beaucoup plus, lui, sur le sport. J'ai un partenaire espagnol qui, lui, a une expertise des projets européens. On s'est dit, Banco, imaginons un projet pour travailler à 4 sur la réalisation d'activités sportives inclusives ou la réalisation d'un petit livret, même si j'aime pas trop ce type de format. Mais en tout cas, l'idée pour nous, c'était de dire on va travailler ensemble sur ce que peuvent être des activités inclusives pour réaliser un livret et ensuite proposer aux enseignants, aux éducateurs sportifs, aux bénévoles dans les clubs, de pouvoir, à la veille des Jeux Olympiques, peut-être s'interroger sur leur capacité d'accueillir les enfants, les jeunes, et je dis bien tous les enfants et tous les jeunes, dans leur club, dans leur classe, dans leur lieu d'accueil collectif, de façon à peut-être anticiper l'organisation d'animation et d'événements sportifs en incluant
tous les enfants et tous les jeunes. Donc du coup, on est parti en Lettonie pour travailler sur cette notion d'inclusion qu'il paraissait évident qu'il fallait mettre au clair ou éclaircir avec nos 4 partenaires, dont nous d'ailleurs. En Finlande, on est parti ensuite pour tester des jeux qu'on avait imaginés entre la première et la deuxième rencontre, puisque eux avaient cette possibilité ou cette capacité de nous proposer des lieux pour tester nos jeux. La troisième rencontre en France, c'était plutôt quelque chose autour de la promotion ou un coup de projecteur sur ce projet. Et la quatrième rencontre qui a eu lieu la semaine dernière, l'idée, c'était d'organiser des temps de formation. Donc, dans la logique, on était assez clair dans la mesure où on a voulu mettre en place des jeux, on a testé des jeux, on a mis un coup de projecteur et ensuite on est allé un petit peu avec notre bâton de pèlerin à la recherche d'animateurs, d'enseignants qui pouvaient être intéressés par cette thématique-là. Alors le format était intéressant aussi et le timing, parce qu'en faisant ce projet-là sur l'année 2023, on imaginait qu'en 2023-2024, si des enseignants, des animateurs voulaient écrire des projets pédagogiques en incluant le sport, ils allaient être préparés dans cette démarche d'inclusion pour la mise en place d'événements sur l'activité sportive. L'intérêt pour nous, en tant que collectivité, j'aurais de la montre, ces projets-là, pour des collectivités comme nous, même si on se dit collectivité moderne et agile, l'agilité, ce n'est pas encore quelque chose d'inné chez certains de mes collègues. Donc, du coup, le fait de travailler en interservice, parce qu'ici, on a un service des sports, un service économie, un service communication. L'intérêt pour moi, c'était que dans ce groupe de travail, j'ai pu inclure, c'était le montant de l'inclusion, des personnels des différents services. L'économie, parce qu'on a Claire qui est en fauteuil, mais qui est aussi une sportive de haut niveau, puisqu'elle elle a quelques podiums au niveau national sur du saut en parachute, mais en activité handi. Elle participe aussi à une opération financée par Erasmus+, et sur le HandiFly, je crois. Donc, on avait dans la collectivité différents personnels qui pouvaient être intéressés par cette thématique d'inclusion. Donc, pour nous, collectivité, ça a permis, en associant le service communication, le service économie, le service des sports, de travailler interservices. Ça a été intéressant pour nous d'échanger sur différents sujets parce que l'inclusion à la française, ce n'est pas l'inclusion à la lettonne. On s'est bien rendu compte qu'on était pas du tout parfois sur les mêmes définitions. En termes de pratique pour nous, collectivité, j'ai souvent dit moi que les échanges, enfin les projets Erasmus, souvent c'est un peu la Rolls-Royce de ce qu'on peut proposer en animation ou en projet. On travaille sur différents aspects et on gagne, nous, alors si c'est l'année des compétences, ces projets-là, clairement, pour les agents, c'est un vrai levier pour gagner en compétences, mais dans tous les domaines, linguistique, capacité à travailler en coopération avec d'autres, l'écoute. On est vraiment dans un vrai levier pour booster les compétences des agents. Et moi, je pense que j'en suis un bon modèle. À titre perso, alors, la collectivité, elle, aujourd'hui, si je participe à ce genre de séminaire, j'aurai toujours la montre. Clairement, la collectivité aujourd'hui est identifiée comme une collectivité ou une organisation qui travaille sur l'inclusion. Donc là-dessus, on a gagné. Pour mes collègues, je pense qu'ils ont peut-être compris que travailler à l'international, ça pouvait être intéressant pour eux. Ça casse une routine, surtout dans une administration. Et puis, en termes de qualité, si on veut travailler vraiment sur de la qualité de projet, les projets Erasmus+, quels qu'ils soient, que ce soit dans le domaine de la jeunesse ou dans le domaine du sport comme celui qui est là et qu'on est en train de terminer, pour nous, en tout cas, c'est un vrai levier à la compétence, ou au gain de compétences. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté, mais j'ai essayé de faire synthétique. Très bien, très synthétique parce que vous respectez complètement le timing des 7 minutes, bravo. En tout cas aussi bravo pour le projet qui, je sais, vient de se finir là il y a quelques jours, il me semble. Bruno? Oui. J'en ai encore des traces parce que en fait c'est fatigant malgré tout parce que c'est un petit peu chronophage, mais ça faut pas trop le dire à des futurs porteurs de projets. Mais les projets Erasmus, en fait, il faut savoir donner pour recevoir en échange. On donne beaucoup, mais on donne du temps, mais en termes de compétences derrière, le gain ne peut pas se quantifier qu'en simple temps à passer sur place ou dans les dossiers.
En tout cas, vous nous avez donné vraiment envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, Julie a mis dans le chat le lien YouTube des vidéos que vous avez, enfin, en tout cas de votre page, vous avez pu faire des vidéos de tous ces temps forts que vous avez menés. Donc, c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans deux axes. Un axe d'un temps fort que vous avez saisi, les Jeux Olympiques, et en lien avec un enjeu de société très fort qui est donc l'inclusion. Et tout ça grâce au programme Erasmus+. Donc, ça me permet de rebondir avec le deuxième intervenant, donc Titouan Martin-Barré, qui est donc de l'agence Erasmus+. Je vois que vous avez déjà lancé votre PowerPoint, donc vous êtes prêts. Donc, le timing est lancé. C'est à vous, Titouan Martin-Barré. Super, merci beaucoup et merci beaucoup Bruno pour cette présentation. Et en effet, c'est un très beau projet. Ça vous donne un peu un panorama d'une idée de projet qui est très sympa. Donc de mon côté, je vais vous présenter le programme Erasmus+, avec les différentes actions qui vont être financées, parce que je fais partie donc de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport. Donc c'est une agence qui est située à Paris et plus particulièrement du Point national d'information qui est financé par le ministère des Sports pour informer et accompagner les porteurs de projets dans la création d'un projet, l'écriture du projet jusqu'au financement et ensuite la valorisation des différents résultats. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc, au niveau du programme Erasmus+, pour vous donner un cadre un peu général, il est divisé en deux grandes parties. Le volet à gauche, éducation et formation, avec différents volets qui va être géré par l'agence Erasmus+, éducation et formation, qui est à Bordeaux. Et ensuite, mon agence, donc l'agence Erasmus+, jeunesse et sport, gère ces deux volets-là. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse partie du budget, et c'est pour ça aussi que vous connaissez sûrement le volet étudiant, avec aussi le film qui a été fait là-dessus, ça va être 90% du budget Erasmus+, qui est géré par l'agence de Bordeaux. Et ensuite, nous, on a 10% sur les volets jeunesse et sport. Ensuite, il y a une petite précision, donc l'encadré en orange, c'est que la gestion de ces budgets-là se fait à l'échelle de la France pour l'éducation et formation et la jeunesse. Et par contre, pour les sports, il y a un petit peu qui se fait à l'échelle de la France et un petit peu qui se fait à l'échelle directement de la Commission européenne. Donc, quand vous dites, bon, les projets Erasmus+, c'est loin de nous, c'est très compliqué, c'est avec des gens qui travaillent peut-être à la Commission européenne à Bruxelles, c'est pas uniquement ça. Côté sport, on a des points, d'ailleurs, sur tous les volets, on a des relais vraiment nationaux qui sont là pour vous informer sur les différentes opportunités. Pour vous parler un petit peu des priorités, donc ce qui est finançable, ce qui est valorisé et ce que l'on veut financer aussi avec ces budgets Erasmus+, ça va tourner autour de 5 priorités qu'on appelle les priorités horizontales du programme. Donc elles s'affichent à l'écran, ça va être inclusion et diversité. Projet de la communauté de communes des Coévrons s'inclut absolument là-dedans. Ensuite, participation à la vie démocratique, les valeurs communes, engagement citoyen, protection de l'environnement. On a vu qu'il y avait une question sur ce sujet-là, donc c'est vraiment quelque chose, s'il y a des projets qui participent un petit peu à la lutte contre le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, c'est complètement là-dedans qu'on s'inscrit. Et ensuite, pourquoi pas la transformation numérique et l'éducation numérique. Côté sport, on a un peu plus de mal à trouver les projets là-dedans, mais il y en a tout de même. Sur les objectifs sport en particulier, donc la Commission européenne a décliné un petit peu et a fait vraiment thématique sport particulière. Ça va être développer la dimension européenne du sport, donc par le partage d'expériences, par la diffusion d'expériences. Donc là, le projet, encore une fois, de Bruno Massé, on rentre totalement là-dedans. Donc un consortium avec plusieurs pays qui se disent, OK, très bien, nous, on a envie de travailler sur une thématique, on va apporter nos expériences, on va réfléchir ensemble à comment on améliore un petit peu nos pratiques, et ensuite, on va faire en sorte que ça bénéficie au plus grand nombre avec la publication, pourquoi pas, du livret, ou alors, en fait, on va faire en sorte que ça bénéficie à notre organisation pour qu'on soit meilleur, pour inclure les personnes en situation de handicap, rendre notre club plus vert, des choses comme ça. Donc ensuite, les priorités sont déclinées. Et au niveau de l'éligibilité, toutes les organisations sont vraiment éligibles, c'est-à-dire que ce soit public ou privé, que ce soit un club, même une entreprise privée active dans le domaine du sport, il faut que ce soit établi dans un État membre de l'Union européenne ou du programme Erasmus+. N'oubliez pas de prendre en compte le Brexit, ces pays-là ne sont plus concernés. Au niveau du budget sur le côté Erasmus+ sport, on est sur du 470 millions d'euros sur la période de 2021 à 2027. Et j'ai précisé mobilité partenariat, vous allez comprendre juste après. Donc, les différentes actions qui sont finançables par ce projet-là, ça va être d'un côté ce qu'on appelle dans le jargon action clé 1, les mobilités des personnels sportifs, et ensuite de l'autre côté, les partenariats avec des partenariats de coopération simplifiés, des manifestations et des renforcements des capacités. Donc, le projet, encore une fois, de Bruno Massé se met plus sur le côté partenariat, où en fait, on va apporter un peu l'expertise de tout le monde pour faire en sorte de créer quelque chose qui va bénéficier au plus grand nombre. Je rentre directement dans le vif du sujet. Sur les partenariats, il y a 3 types de partenariats.
Bon, le renforcement, c'est un peu un truc à côté, j'ai pas le temps d'en parler, mais ils ont chacun leur particularité en fonction du nombre de pays associés aux différents consortiums et au budget qui vont être alloués. Donc, par exemple, le partenariat simplifié, qui en général, j'en parlais un peu plus, la porte d'entrée des organisations. Si vous avez peu d'expérience dans le programme Erasmus+, c'est vers là en général qu'on suggère de se diriger. C'est des subventions fixes qui vont soit 30 000 euros, soit 60 000 euros, et avec des projets qui durent de 6 à 24 mois. Et là, en général, on demande à ce qu'il y ait une organisation dans le consortium qui soit vraiment ancrée au local, en direct avec les différents bénéficiaires. Et l'objectif, c'est de faire un petit peu de l'échange de bonnes pratiques, de créer des réseaux d'acteurs. Et voilà un petit peu. Ensuite, manifestation, ça va peut-être vous intéresser également. C'est un format qui est assez compétitif, un peu plus compliqué. Et je manque de temps, je reviendrai peut-être sur des questions là-dessus. Le volet qui pourra vous intéresser aussi, c'est le volet mobilité des personnels sportifs qui sert en fait à envoyer des éducateurs, des entraîneurs, des bénévoles, des arbitres de vos clubs dans des clubs étrangers ou de vos organisations dans des organisations étrangères similaires pour monter en compétence sur un sujet sur lequel peut-être que le partenaire va être un peu meilleur. Pour activer par exemple comment ça s'appelle, vos jumelages de villes avec d'autres, ou en fait votre club de foot, il a envie de s'améliorer sur la thématique de l'implication des arbitres ou l'implication des femmes dans le sport. C'est des choses qui peuvent totalement rentrer dans les projets. Et là, on est sur une gestion française de cette action clé mobilité des personnels sportifs, avec une enveloppe qui est d'à peu près 1 million d'euros et qui va augmenter jusqu'à 2027, qui est gérée vraiment à l'échelle de la France. Donc, n'hésitez surtout pas. Quand je dis aussi gérer à l'échelle de la France, c'est que tous les dossiers peuvent être écrits en français, ce qui est plutôt agréable. Et ensuite, ils sont relus par des lecteurs français. Il y a aussi un interlocuteur qui est français qui pourra vous répondre aux différentes questions et sollicitations. Au niveau des formats de mobilité, donc toujours sur ce mobilité des personnels sportifs, qui est un format en général un peu plus accessible pour les organisations qui ont peu d'expérience, c'est des mobilités courtes, donc de 2 à 14 jours, des mobilités longues de 15 à 60 jours, qui permettent en fait d'aller observer sur le lieu de travail, faire un job shadowing, encore une fois dans le jargon, voir un petit peu comment nos homologues y travaillent, comment ils ont des pratiques qui sont peut-être un peu différentes des nôtres, et les ramener dans nos organisations pour faire en sorte que nos organisations bénéficient de tout ça. L'objectif, c'est derrière aussi de bénéficier au sport de masse, donc au sport pour tous. Il y a plusieurs appellations, mais voilà, ça sert pas à financer le sport de haut niveau. Et la recherche de performance, elle n'est pas visée par cette action clé. Et ensuite, je parle rapidement des modalités de candidature, parce que je crois qu'il me reste 20 secondes. On a des appels à projets, donc sur le côté partenariat, donc action clé 2, il y a un seul à projet par an. Et ensuite, sur le projet action clé 1, il y a 2 appels à projets par an, le prochain étant le 4 octobre. Et je vous mets directement pour aller plus loin que vous aurez dans le diaporama qui vous sera envoyé. Mais surtout, n'oubliez pas que vous avez un contact, donc Erasmus+-Sport France, qui est moi-même derrière cette adresse mail-là pour répondre vraiment à toutes vos questions. Et ensuite, on vous a mis des fiches de lecture synthétique, des témoignages et les différentes plateformes de dépôt. J'ai dépassé 12 minutes, j'ai été moins ponctuel que Bruno, je suis vraiment désolé. Et j'espère que je ne suis pas non plus allé trop vite sur certaines choses. Peut-être remettre la diapo d'avant avec les dates, parce que ça peut être intéressant. Pardon, oui, tout à fait. Donc mobilité 4 octobre à midi. Et ici, donc action clé 2, ce sera mars 2024 le prochain, avec des projets qui commenceront du coup à partir de peu près de janvier 2025. Donc, il faut voir un peu plus à long terme, mais les projets sont un peu plus longs à déposer, un peu plus prenants et plus chronophages. Donc à anticiper dès maintenant si vous avez une idée de projet, des idées de partenaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter. J'ai remis mon adresse aussi. Voilà. Parfait, très bien. Toi, Martin Barré, merci pour cette présentation. On peut rester encore avec vous et avec Bruno Massé par rapport aux questions qui nous ont été posées. Je ne crois pas en avoir vu dans le chat, mais peut-être que Hélène, tu en as vu. Mais on en a reçu quelques-unes de par les inscriptions, notamment par rapport à des thématiques précises. Donc là, on vous avait en tout cas demandé de parler un peu plus du volet sport, mais on a reçu des demandes, en tout cas des réflexions sur des projets en lien avec la migration, la formation, l'écologie, l'égalité de genre et sociale. C'est des thèmes qui peuvent être, en tout cas, pris dans le cadre d'un programme Erasmus+. Ouais, tout à fait. Donc moi, ma spécialité, ça va vraiment être le volet sport. C'est pour ça que je suis à l'agence. Par contre, sur le volet jeunesse, c'est beaucoup plus large. Et en fait, à partir du moment où ça s'adresse aux jeunes avec des objectifs comme les objectifs que vous venez de citer, là, en fait, on a aussi un volet jeunesse qui fonctionne un petit peu de la même manière, avec plus d'actions clés sur le côté mobilité. Donc, il y a des échanges de jeunes, il y a de monter en compétence un petit peu des acteurs de jeunesse, des choses comme ça. Et ensuite, côté partenariat, il y a aussi la possibilité de faire des choses
sur un profil jeune, 13 à 30 ans. Et ensuite, vous avez aussi un interlocuteur régional par rapport à ça. Donc, et côté un responsable Europe internationale, les maisons de l'Europe, et du côté de l'agence, on a aussi une personne qui se charge de ça, qui pourra aussi vous informer là-dessus. N'hésitez surtout pas, vous avez mon adresse, je pourrais moi vous rediriger vers mes collègues qui chargent de la jeunesse. Très bien. Effectivement, pour la partie accompagnement, on verra ça. On pourra redire en tout cas tous ces éléments en conclusion. Il y a une autre question qui me vient, c'est surtout par rapport au volet partenarial, parce que des demandes que nous, on peut avoir dans nos structures, c'est comment trouver un partenaire quand on n'a pas d'idée, quand on ne sait pas vers qui se diriger. Je sais pas, peut-être Bruno, je sais que ça fait de longues dates que tu as tes partenariats, mais au démarrage, c'était pas évident de savoir où se tourner. Non, souvent les conseils qu'on donne sur des formations ou des formats comme celui-là, c'est aller voir déjà la première chose, c'est les comités de jumelage, souvent qui sont les premières accroches. Après, il existe une plateforme aussi européenne qui doit être le Salto ou Salto Youth. Salto Youth. Ouais, j'aime pas trop en parler parce que pour moi, après je dis des grosses blagues dans le genre, c'est un peu le mythique des organisations européennes dans le sens où on peut avoir des magnifiques présentations avec enfin, une belle présentation, mais le problème c'est que l'organisation, on ne la connaît pas, on ne sait pas réellement qui elle est. L'autre volet, là où je trouve des partenaires, moi, c'est que je me déplace en formation sur des formations européennes qui, pour le coup, il y a l'autre plateforme, le Youth Salto, pour trouver des formations européennes. Et là, effectivement, l'avantage de ces formations européennes qui sont ouvertes au plus grand nombre aussi, c'est qu'on peut tester en vrai les partenaires et les tester dans le cadre de travaux de groupe, d'échanges informels, etc., etc. Oui, Florent, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai synthétisé dans le chat avec le lien de Salto. Non, je suis entièrement d'accord sur les comités de jumelage. C'est vraiment la porte d'entrée qui est la plus simple et la plus sûre, entre guillemets, parce qu'en effet, sur le Salto Youth, en fait, on ne connaît pas vraiment l'organisation. On a sa présentation, mais c'est pas du réel. Et ensuite, de l'autre côté, on essaie de créer un partenariat interagence avec du coup, les différents homologues qui se chargent des sujets Erasmus plus sport, encore une fois. Mais jeunesse, c'est un petit peu le même sujet. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Si on a des contacts, nous, on pourra dire, OK, très bien, enfin, vous avez envie de développer le rugby. Bon, bah, on a conscience que dans tel ou tel pays, le rugby, la culture rugby est plutôt plus forte, ou en Serbie, ça peut-être le basket, des choses comme ça. On pourra aussi essayer, nous, de trouver des contacts avec nos homologues. Pour information, sans vouloir tirer la couverture, on organisera, alors si on est financé, mais a priori ça devrait aller, j'espère, une formation, nous, sur le territoire des Couévrons, c'est-à-dire que dans l'évolution qu'on a sur le domaine Erasmus+, et sur le programme Erasmus, dans le cadre de notre accréditation, on a souhaité déposer un projet de formation justement pour répondre à ces besoins qu'ont les animateurs du territoire ou les acteurs multiples du territoire, à savoir, l'écueil principal, c'est la recherche de partenaires, le deuxième, c'est la pratique de la langue anglaise, et le troisième volet, c'est l'aspect administratif. Donc, on aimerait bien proposer une formation qui vont un petit peu répondre à ces trois axes qui sont problématiques pour beaucoup d'organisations. En tout cas, on attendra, Bruno, de recevoir ces informations qu'on pourra transmettre à nos réseaux. En tout cas, en premier lieu, aux participants de cette formation qui étaient donc intéressés par en savoir plus sur les programmes Erasmus+. Donc, en fait, comme vous l'entendez, vous n'êtes pas seul. Si vous avez un projet, il y a des possibilités d'être accompagné, en tout cas, ou de vous donner des éléments pour avancer dans cette construction d'un projet interculturel. Et évidemment, comme l'a souligné Bruno aussi, une manière de développer des compétences très fortes autant pour les organisateurs que pour les partenaires qui animent ce projet-là, et bien évidemment les jeunes. Donc on pourra en tout cas vous remettre la vidéo du commissaire européen à l'emploi qui a fait une petite présentation de l'année européenne des compétences, qui est donc cette année 2023. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Hélène, avant de passer à la prochaine partie? Oui, question pour Titouan. Est-ce qu'un particulier peut déposer directement un projet ou doit-il être affilié à une structure? Et combien de pays minimum, puisque vous avez parlé tout à l'heure de partenariat, est-ce qu'il y a un nombre minimum de pays européens pour pouvoir candidater? J'apporte ma réponse en deux volets. Le premier, côté sport, il faut que ce soit une organisation qui dépose un projet.
Ensuite, sur les projets, enfin les partenariats simplifiés, c'est 2 pays minimum. Ça peut être vous avec une seule organisation au niveau similaire dans un autre pays de l'UE ou du programme Erasmus+. Donc, il y a 5 pays, je crois, qui sont associés au programme. Je ne peux pas vous les citer comme ça de tête au risque d'en oublier un. Et ensuite, sur le volet, par contre, jeunesse, sur le volet, du coup, plus précisément mobilité jeunesse, échange de jeunes, il y a possibilité de créer avoir des groupes informels de jeunes qui se déplacent, en fait, qui juste se rassemblent en groupe et qui disent très bien, j'ai envie de faire une mobilité avec telle et telle personne, on a envie d'aller voir tel groupe de jeunes ou telle organisation dans un autre pays. Eux, ils travaillent, ils ont des bonnes actions, ils communiquent sur, par exemple, la lutte contre le dérèglement climatique. Je reprends l'exemple qui a été cité. Là, il y a possibilité d'avoir un financement avec un groupe informel de jeunes. Il n'y a pas besoin d'une structure juridique derrière pour porter le projet. Voilà, Parfait. et encore Merci une fois, beaucoup. point d'entrée, n'hésitez surtout pas à l'adresse qu'on vous avait mis. Et nous, en fait, on pourra vous diriger. En fait, dès que vous avez un peu des objectifs, dès que vous, un peu les mots de Bruno, mais si vous avez un peu un sens, un challenge, si vous cherchez quelque chose, en fait, et vous dites très bien, bah, ça pourrait me servir, ou j'aimerais aller voir un peu les expériences, qu'est-ce qui se passe ailleurs, n'hésitez surtout pas. Nous aussi, on peut vous accompagner vers tel dispositif ou tel dispositif et vous dire, OK, c'est plutôt ça qui s'adresse qui peut financer votre projet. Un petit peu. Alors, très bonne transition justement pour aller voir les expériences ailleurs. Les entreprises aussi peuvent aller s'inspirer de bonnes pratiques. Et là, la porte d'entrée, c'est un autre programme qui s'appelle Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Alors, Samuel Vérité, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme qui est peut-être celui qui est le plus méconnu du grand public? Et oui, je vais pouvoir vous en dire. Vous le présentez, je partage un document. Voilà, est-ce que c'est bon? Ça arrive. Donc, après les collectivités territoriales, le sport, maintenant, le monde économique. Donc, vous arrivez à avoir du coup le partage? C'est parfait. OK. Alors, donc, Erasmus Jeune Entrepreneur, donc c'est un programme qui est porté par la Commission européenne depuis 2009. Et donc, au sein du programme, il y a des organismes intermédiaires, donc comme Kejal. Donc, il y en a, je crois, 9 à ce jour, du coup, en France. Et donc, notre rôle en tant qu'organisme intermédiaire, c'est de faire l'intermédiaire entre des entrepreneurs hôtes, donc des personnes. Là, je vais passer juste là. Un entrepreneur hôte, donc c'est une personne, une entreprise, une personne morale qui est déclarée depuis plus de 3 ans et de faire le lien avec un nouvel entrepreneur qui, lui, peut être au stade de projet. Il faut au moins avoir un business plan ou être déjà en entreprise, avoir déjà créé son entreprise et avoir moins de 3 ans. Donc, comme je vous disais, donc c'est bien pour faciliter cet échange que l'organisme intermédiaire, du coup, donc il y en aura un en France, pour, par exemple, l'entrepreneur hôte, et il y en aura un également, par exemple, en Espagne, pour le nouvel entrepreneur qui souhaiterait venir en Espagne. Donc, pour pouvoir rentrer dans le programme, il faut donc s'inscrire sur la plateforme. Donc, je vais descendre les différentes étapes. Donc, je me connecte sur la plateforme Erasmus Jeune Entrepreneur. Je vous ai mis les liens juste en fin de document. Vous vous inscrivez, vous répondez aux différentes questions qui vous sont posées. Vous choisissez un organisme intermédiaire, donc Kejal ou un autre organisme intermédiaire. Vous pouvez être un peu partout en France. Nous, on est basé du coup à Dinan en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Mais du coup, il n'y a pas d'obligation. Enfin, si vous êtes une entreprise ou un nouvel entrepreneur qui est basé à Marseille, vous pouvez très bien choisir Kejal ou un autre organisme intermédiaire plus proche de chez vous. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, du coup, vous pourrez accéder du coup aux différents entrepreneurs hôtes ou nouvelles entrepreneurs qui correspondent du coup à vos besoins ou à vos attentes. Et si jamais du coup vous trouvez pas votre bonheur ou que c'est compliqué, vous pouvez prendre contact avec votre organisme intermédiaire pour lui poser des questions et vous accompagner dans vos recherches.
Donc, nous, par exemple, on a pu accompagner certains nouveaux entrepreneurs qui n'avaient pas encore un business plan, mais qui avaient déjà une idée un peu précise, mais qui ne l'avaient pas formulée sur un business plan. Donc, on a pu les accompagner dans l'élaboration de leur business plan, par exemple. Alors, je reviens, du coup. Donc, on va dire que là, nous, on a accompagné un nouvel entrepreneur qui s'est inscrit sur la plateforme. Et donc, il a trouvé un entrepreneur hôte, par exemple, du coup, en Italie, qui correspond à ses attentes. Ils ont déjà commencé un premier échange par mail ou en visio. Et donc, là, on va commencer à construire un contrat d'engagement qui se compose de 4 grandes parties, où chaque entrepreneur va poser les objectifs communs de l'échange, les objectifs pour le nouvel entrepreneur et les objectifs de l'entrepreneur hôte. Il va y avoir également, du coup, ils vont travailler, se mettre d'accord sur la description du travail, le projet d'apprentissage, pour résumer l'objectif de l'échange, décrire le travail qui sera effectué par les 2 parties et souligner la manière dont vous envisagez la collaboration. Il y aura également un plan d'activité, donc quelles seront les activités qui seront réalisées par le nouvel entrepreneur et également, du coup, comment le HE, donc l'entrepreneur hôte, encadrera-t-il le nouvel entrepreneur. Et pour finir, le résultat attendu, donc les résultats attendus que le NE espère-t-il obtenir pour lui-même et sa nouvelle entreprise, et de la même manière, du coup, pour l'entrepreneur hôte. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, donc chaque organisme intermédiaire relit, revérifie, du coup rééchange avec du coup son entrepreneur hôte ou son nouvel entrepreneur. Et du coup, si donc là dans notre cas par exemple, c'est nous qui accompagnons le nouvel entrepreneur, donc on va mettre en place une convention de financement qui sera signée entre la Commission européenne, donc le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs, l'organisme intermédiaire et le nouvel entrepreneur. Car quand vous partez dans le cadre de ce dispositif, vous bénéficiez d'une bourse qui est un montant forfaitaire, du coup, mensuel. Voilà, donc ça, c'était OK. Donc, pour vous donner quelques petits exemples concrets qu'on a donc réalisés. Donc, par exemple, on a un maître nageur qui est donc un entrepreneur hôte qu'on a accompagné, du coup, qui travaille juste à côté de Dinan, qui donne des cours de natation, et donc qui est français, qui est basé en France. Et donc, lui recherchait un échange. Alors, il n'avait pas forcément défini des objectifs très concrets, donc il s'était inscrit, et du coup, donc, une professeure de yoga espagnole s'était inscrite également, du coup, en Espagne, et dans ses recherches, du coup, elle a trouvé ce maître nageur. Et donc, ils ont fait un échange d'un mois et demi, presque 2 mois, et où, en fait, elle est venue découvrir comment la pédagogie qu'il pouvait mettre en place dans ses cours de natation et les différentes activités qu'il faisait autour de l'eau. Et lui, ce que cette professeure de yoga lui a apporté, c'est qu'elle lui a amené certaines techniques qu'il ne connaissait pas. Donc, ils se sont échangés leurs techniques. Et donc, lui a pu intégrer un petit peu de yoga du coup, dans ses cours de natation et inversement. Et donc, ça a créé des cours c'est vrai que les participants étaient vraiment ravis de cette collaboration. On a également, du coup, accompagné une jeune avocate française qui souhaitait se spécialiser en droit à l'expression, pardon, pour soutenir des journalistes du monde entier qui sont emprisonnés pour avoir fait leur travail. Donc, c'est bien fait et pas fiat. Donc, l'entreprise hôte était une association qui était basée à La Haye et qui accompagne des journalistes emprisonnés dans leur démarche du coup administrative et pour essayer de les accompagner du coup pour sortir de cette situation.
Et là, ça, c'était plutôt sur un échange qui a duré 5 mois et demi. Parce que du coup, dans le cadre de ce programme, on peut partir donc de 1 mois à 6 mois. Dernier exemple, du coup, une jeune artiste française qui est partie dans une galerie d'art à La Haye et elle, son objectif, c'était de se créer du réseau et de découvrir voilà, comment se passe une galerie d'art du coup, dans une ville néerlandaise. Et du coup, eux, ce qui les a intéressés dans son profil, c'est que elle avait une connaissance des médias, des réseaux sociaux, et eux étaient, on va dire, pas très bons dans la gestion justement de leur communication sur les réseaux. Et donc, voilà, elle a découvert tout un réseau, ils lui ont ouvert leur réseau du coup local et international. Et eux et elle, du coup, leur a donné du coup des outils et les a accompagnés du coup dans la création de la communication sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, c'était sur un échange de 2 mois et demi. Voilà, donc à la fin, je vous ai mis quelques liens utiles pour aller plus loin. Donc, le site Vers Kejal et le site d'Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Voilà. Et donc, on m'avait déjà posé une question sur, voilà, quand on s'inscrit, combien de temps ça peut prendre? Eh bien, à cette question, je dirais qu'on a eu, en tout cas, nous, des cas très différents. Par exemple, une personne qui nous a contactés et qui avait déjà trouvé un entrepreneur hôte. Et ils se sont inscrits sur leur plateforme respectivement dans leur pays. Et je dirais que le contrat d'engagement et du coup la finalisation de la convention de financement s'est réalisé en 6 jours, 7 jours. Et par contre, on a des nouveaux entrepreneurs comme des entrepreneurs hôtes qui nous ont choisis comme organisme intermédiaire, qui pour certains se sont inscrits et qui ont mis voilà, plusieurs semaines, voire plusieurs mois du coup à trouver chaussures à leurs pieds. Très bien, merci pour cette présentation très, très complète et on voit la diversité justement parce que je sais qu'aujourd'hui sont connectés des étudiants, donc on voit qu'en fin de compte, toute personne peut être concernée par ce programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment… voilà, on n'est pas obligé d'avoir créé son entreprise et en tant qu'entrepreneur hôte, c'est bien des petites et moyennes entreprises, quel que soit leur statut. Donc, ça peut être une SARL, ça peut être une SCOP, une coopérative, ça peut être une association également. Voilà. Du coup, il y a vraiment toute entreprise au sens large du terme. Et pour le jeune entrepreneur, on est bien sur la date de création de l'entreprise et non pas l'âge de l'entrepreneur. Tout à fait, on a des jeunes entrepreneurs qui sont partis, qui avaient, pour un, par exemple, je crois de mémoire, qui avait 56 ans, donc qui est un jeune entrepreneur, mais du coup pas forcément très jeune dans l'âge. Alors, vous avez participé il y a peu à un rassemblement justement européen des organismes intermédiaires pour ce programme. Oui. Et je pense que vous avez un petit message à nous faire passer. Alors, c'est vrai qu'on a tous justement fait le constat que c'est vrai qu'on a beaucoup par exemple, de nouveaux entrepreneurs ou d'entrepreneurs hôtes issus de l'Espagne, Italie, France, et qui créent des échanges entre l'Espagne, l'Italie et la France, alors que du coup, c'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, il y a vraiment beaucoup d'autres pays. Et donc, voilà, on aimerait vraiment du coup pouvoir justement ouvrir ce programme à aussi des pays. Nous, donc, on fait partie d'un consortium, par exemple, où il y a le Kosovo dedans, où il y a la Grèce. Il y a plusieurs pays comme ça qui sont pas forcément très demandés, mais qui ont du coup vraiment des entrepreneurs hôtes qui peuvent accueillir avec des vraies compétences et qui ont vraiment du réseau. Et donc, voilà, c'est un petit peu le message qu'on aurait aimé passer.
Et nous, du coup, c'est vrai qu'en tant qu'organisme intermédiaire, là, on est plutôt à la recherche d'entrepreneurs hôtes, parce que des nouveaux entrepreneurs, c'est vrai qu'on a pas mal de demandes. Par contre, des entreprises qui veulent accueillir des nouveaux entrepreneurs de pays européens, là, c'est moins important. Vous avez parlé d'un montant forfaitaire mensuel. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la fourchette de ce montant d'aide qui permet justement au chef d'entreprise qui vient juste de créer son entreprise, peut-être c'est un manque à gagner pour lui, de partir chez son partenaire hors de France. Donc, quelle est la compensation financière qui est donnée par l'Union européenne? Alors, par exemple, un nouvel entrepreneur qui voudrait partir en Autriche, par exemple, il aurait un forfait mensuel de 900 euros. Si il souhaitait du coup partir au Danemark, il aurait un forfait à 1100 euros. Une bourse du coup de 1100 euros. Si par exemple il souhaiterait partir en Hongrie, il aurait une bourse à 670 euros. Alors toutes ces bourses sont liées du coup au niveau de vie du pays où on arrive. Donc c'est bien pour faciliter du coup l'échange. Et après c'est pour pouvoir vivre du coup sur place, pour pouvoir payer un petit peu quelques frais du coup liés à l'échange. Très bien, merci. Une question dans le chat d'une personne, Olivier Brunet, qui nous dit: est-il possible de préciser le programme européen dans lequel s'inscrit l'action Erasmus pour jeunes entrepreneurs pour la période 2021-2027? Alors, quand vous dites quel programme, du coup, c'est-à-dire? Quelle ligne de financement et quelle est l'enveloppe globale? Est-ce que c'est dans Erasmus pour Erasmus Plus ou est-ce que c'est Horizon Plus? Non, alors c'est pas Erasmus+, ça c'est sûr. Du coup, donc c'est porté par l'EISMA, mais alors ça c'est une. Alors attendez, je vais aller regarder sur Erasmus Jeune Entrepreneur. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Alors, initiative de l'Union européenne, ok. Eh bien, je pourrais regarder, puis je pourrais rajouter sur le document que je pourrais vous renvoyer. Parce que là, j'ai pas la réponse. Très bien, merci. Et d'ailleurs, on va vous mettre dans le chat aussi les deux organismes intermédiaires qui existent dans le Grand Ouest. Donc, vous pour la Bretagne et puis pour les Pays de la Loire, il y en a un basé à Laval. Donc, on vous mettra les liens également. Et puis, sur le document de Samuel Vérité, vous aurez l'accès aux 9 organismes intermédiaires également. Voilà, et je vous mettrai également, je vous enverrai un guide qui a été réalisé par l'agence du coup du programme Erasmus Jeune Entrepreneur, et qui est un guide d'utilisateur qui reprend vraiment les différents éléments. Et voilà, en tant que nouvel entrepreneur, en tant qu'entrepreneur hôte, quel appui apporte le programme, quels sont les critères d'admission. Voilà, vraiment toutes les informations. C'est un petit document qui est assez synthétique, qui fait 19 pages, mais où il n'y a pas trop de texte. Et donc, voilà, on n'est pas obligé d'y passer 1 heure à 2. Super, merci beaucoup. Magali, vois-tu d'autres questions éventuellement dans le chat? Alors oui, une autre question du même interlocuteur, donc Olivier Brunet pour Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Je tiens juste au nom de l'équipe de nous excuser pour le bug qu'il y a eu avant, puisqu'on ne pouvait pas poser de questions dans le chat et que donc ça s'est ouvert au moment de l'intervention de Samuel Vérité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra nous les transmettre aux intervenants pour la première présentation. Et donc l'autre question, c'était donc... on peut avoir une idée de l'ampleur du développement d'Erasmus Jeunes Entrepreneurs actuellement en France? Alors, une idée de développement, c'est vrai que du coup, en tout cas, on n'était que 6 organismes intermédiaires, du coup, donc sur le dernier programme qui était sur 2020-23. Et là, c'est vrai que sur le nouveau cycle, du coup, on est devenu 9 du coup organismes intermédiaires. Donc, je dirais que ça veut dire qu'il y a quand même une demande. Après, je dirais que on
En tout cas, en France, on est quand même l'un des pays qui font partir de ce qu'on avait pu échanger là, lors de notre regroupement, l'un des pays qui fait partir le plus vers d'autres pays européens. Donc, c'est vrai qu'il est plutôt méconnu, mais à la fois quand même actif. Très bien. Mais Donc, vous êtes en recherche perpétuelle d'entreprises qui pourraient aussi accueillir en France, c'est Oui, ça? oui, ça, du coup, effectivement, on est toujours en recherche. Alors, c'est vrai qu'on a des nouveaux entrepreneurs, du coup, ça, on a des demandes, mais on peut toujours en accueillir, hein. Et puis, bah, c'est vrai que on peut les répartir sur les 9 organismes. Au niveau des organismes intermédiaires, du coup, français, bah, c'est vrai qu'on échange aussi, du coup, on essaie de se faire des échanges visio, etc., du coup, pour voir un petit peu aussi comment chacun bah, du coup, fonctionne. Et puis, des fois, on peut se repasser des nouveaux entrepreneurs ou des entrepreneurs hôtes qui sont plus en lien avec nos domaines de compétences, on va dire, propres. Parce que donc, dans les organismes intermédiaires français, on est plutôt sur des profils de chambres de commerce et d'industrie ou de coopératives ou associations. Donc, parce que donc, il y a Kejal, il y a également Oxalis, du coup, en région Rhône-Alpes. Et il y a également, je crois, 2 associations, du coup, sur une association basée vers Marseille et une autre quelque part en France, que je ne pourrais plus vous redire. Donc, parfait. Justement, dans nos invités aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui peuvent être le relais de votre appel, hein, puisque il y a des collectivités territoriales qui sont en lien avec des chambres de commerce et d'industrie, avec des chambres de métiers et d'artisanat, avec des centres de formation qui sont elles-mêmes en lien avec des entrepreneurs. Et la transition est toute faite vers notre prochain invité, Frédéric Razza, qui justement est enseignant dans un centre de formation pour apprentis en lien avec le monde de l'entreprise. Donc là, on va avoir le témoignage justement avant de créer son entreprise et de pouvoir bénéficier peut-être de ce programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Eh bien, il y a tout le parcours de renforcement de ses compétences avec la formation professionnelle. Et donc, je laisse la parole à Frédéric Razza pour le Greta CFA Branly à La Roche-sur-Yon en Vendée. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Oui, nous, c'est vrai que nous envoyons donc des jeunes, des apprentis dans les pays étrangers. Généralement, nous avons donc l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, l'Italie, la Slovaquie, Malte également, et un pays francophone, la Belgique. Donc, nous avons une responsable qui est Isabelle Baron, qui s'occupe donc de gérer avec toutes les entreprises ces départs, qui sont donc pour des jeunes qui sont majeurs, donc et qui doivent être aussi donc en lien avec l'entreprise, qui doit être d'accord, puisque ces jeunes-là vont partir pendant 3 semaines. Sur les 3 semaines, il y aura 1 semaine qui sera prise du CFA et 2 semaines au niveau de l'entreprise. Donc, voilà pour la partie, on va dire, pratique. Donc, il se trouve que généralement, ils sont accompagnés par un professionnel, par un formateur ou un enseignant qui part généralement 4 jours sur place. Qui fait en sorte que les jeunes soient bien installés, que les jeunes puissent être en lien avec l'entreprise, puisqu'ils travailleront pendant donc 3 semaines avec l'entreprise hôte, et ils exerceront soit en cuisine, soit en service. Et puis c'est vrai que généralement ils découvrent de nouvelles techniques, de nouveaux produits, ce qui est quand même très intéressant pour eux. Donc en même temps, c'est vrai que généralement ils ont aussi l'obligation un petit peu de parler anglais. Donc ils sortent un petit peu de leur zone de confort, si je puis dire. Donc voilà, nous en tant que formateurs, donc comme je vous l'ai dit, on les accompagne et on fait en sorte qu'ils soient bien installés dans l'entreprise, mais aussi on prend en charge toute la partie organisationnelle. Donc pour le transport pour aller se rendre au niveau de l'entreprise.
et tout ce qu'il faut aussi pour, s'il y a besoin, toute la partie détente. Donc voilà. En ce qui concerne nos hôtes, c'est vrai que généralement, ils peuvent aussi venir, parce qu'on reçoit aussi des étrangers, donc que ce soit des jeunes, des enseignants, mais aussi des formateurs qui peuvent venir sur une semaine pour voir un petit peu aussi comment justement nous travaillons. Donc voilà. Pour la partie, ce que je devais aussi parler de la partie concours. Concours MAF, meilleur apprenti de France. Donc il est vrai que là aussi, ce sont des jeunes qui ne doivent pas dépasser l'âge de 21 ans, qui peuvent s'inscrire sur un concours qui commence sur départemental. Généralement, c'est un concours, là, si je prends l'exemple de la restauration et notamment de l'art de la table et du service. Cette année, nous avions par exemple 8 ateliers, qui va des ateliers professionnels, techniques, mais aussi au niveau de connaissances de produits et autres. Et à ce niveau-là, faut savoir que le concours MAF, au niveau justement je vais dire professionnel, apporte beaucoup de choses au niveau des jeunes pour se positionner au milieu du travail, parce que généralement ce sont des jeunes qui ont à peu près le même profil, hein. Ce sont des jeunes qui sont très motivés, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'apprendre, de gagner en connaissances et en pratique professionnelle. Et généralement, c'est un public qui est très recherché aussi dans le monde du travail. Et ils sont, on va dire, privilégiés, si je puis dire, et beaucoup sollicités par nos professionnels. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Pour ma part, je vais essayer de faire court. Voilà. Très bien, merci beaucoup. En effet, l'année européenne des compétences, c'est aussi la préparation justement de toutes les générations hein, à cette montée en compétences techniques, professionnelles, mais aussi du savoir-être et du savoir-faire. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous êtes au quotidien avec les jeunes et le fait, en effet, de pouvoir bénéficier d'un programme européen qui permet à tous de pouvoir aller se confronter à d'autres méthodes professionnelles et aussi interculturelles peut être que bénéfique. Alors peut-être on peut passer la parole à vos deux apprentis qui sont oui, tout à fait. vos côtés. C'est Samantha qui va commencer. Voilà, pour avoir votre point de vue. Et après, peut-être, Monsieur Raza, vous pourrez compléter avec vous, en tant qu'enseignant, la différence que vous avez pu constater avant leur mobilité et après leur mobilité sur leur façon d'appréhender leur parcours professionnel. Tout à fait. Donc, Samantha Maillet, donc, tu vas te présenter en 2 mots et puis nous dire où est-ce que tu es parti et ce que cette mobilité t'a apporté. D'accord, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Maï Samantha et je suis en apprentissage au lycée Édouard Branly au CFA de La Roche-sur-Yon et moi je suis dans la cuisine. Voilà, et je suis partie en Erasmus pendant 24 jours à Malte. Donc je suis allée dans un restaurant typique maltais et j'ai pu découvrir comment travailler en cuisine là-bas, à l'étranger quoi. Très bien. Et qu'est-ce que cette expérience justement t'a apporté? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que tu vis ici dans ta formation et dans ton apprentissage en entreprise en France? Écoutez, c'était pas du tout le même... impossible d'établir connexion. Vous m'entendez? Oui, très bien. Pas de Il y a souci. quelque chose qui s'est affiché. Non, mais c'est pas du tout le même type de restaurant. Donc, niveau technique, c'était pas les mêmes. Après, surtout que là-bas, c'était vraiment très
Il y avait beaucoup de passages, donc il fallait aller vite. Et moi, j'aime bien prendre mon temps, découvrir mes assiettes. Donc, c'était vraiment différent. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu ce monde-là. Et aussi de travailler avec plusieurs personnes. Alors, parce que nous, en France, on est 3 en cuisine. Donc là, on était peut-être une quinzaine. Donc, je me suis fait un petit peu petite. Mais après, c'était quand même... c'était bien pour moi ça m'a permis de voir qu'est-ce que c'est de travailler en brigade. Donc ça, c'était cool. Après, le fait de parler anglais aussi, ça m'a grandi parce que ça m'a permis de mettre en pratique ce que j'apprends à l'école, en fait. Parce que j'ai pas forcément toujours l'occasion de le faire en France. Bien que tu sois en entreprise malgré tout. Oui, parce que nous, en France, on parle pas anglais. En cuisine, quoi, enfin, chez nous, personnellement. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. Peut-être on peut, et on reviendra vers toi tout à l'heure, compléter avec Dylan Degré qui, lui, était un petit peu plus au froid et au nord de l'Europe, puisqu'on va découvrir avec... Voilà. Alors, on voit que vous êtes en tenue en plus, parce que je rappelle, ils sont sortis de cours exprès pour venir témoigner, donc merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Dylan Degré, j'ai 18 ans, je suis en BP deuxième année au lycée Branly, au Greta CFA. Donc je suis parti en Erasmus pendant 24 jours également, en Finlande, à Kuopio précisément. Donc j'étais dans un restaurant gastronomique et je travaille aussi dans un restaurant gastronomique en France. Et j'ai pu découvrir que c'est pas du tout la même gastronomie, que c'est beaucoup plus... il y a moins d'attentes et d'exigences au niveau de la gastronomie là-bas qu'ici. Et au niveau justement des techniques professionnelles, est-ce que tu as vu, est-ce que ça t'a apporté quelque chose et ça a modifié ta façon de faire au retour en France? Oui, sur l'organisation, ils sont très organisés, donc ils font pas forcément beaucoup d'heures, comparé à nous. Et l'organisation, du coup, est clairement plus poussée et m'a beaucoup aidé quand je suis revenu en France. Alors, juste avant, on avait Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Est-ce que justement cette expérience que tu as vécue en tant qu'Erasmus stage dans le cadre de ta formation peut te donner encore plus confiance en toi pour te lancer vers un Erasmus jeune entrepreneur en tant que créateur d'entreprise peut-être? Non, je pense pas, parce que j'aimerais bien aller partir à l'étranger pour travailler. Ça m'a conforté plus dans cette idée plutôt que de refaire un stage Erasmus en tant que jeune entrepreneur. Et donc, je pense plus partir de moi-même vivre à l'étranger plutôt que de faire un stage Erasmus en tant que jeune entrepreneur. Alors, ça belle vérité, en fin de compte, il faut bien préciser que Erasmus pour jeunes entrepreneurs n'est pas un stage. C'est pas un stage, c'est bien en tant que, par exemple, là, donc, dans ton cas, du coup, ça, Dylan, tu aurais un projet de monter un restaurant, par exemple, du coup, et donc tu as une idée, et tu aimerais justement aller échanger avec un autre restaurateur qui a son restaurant dans un autre pays européen. Du coup, tu pourrais, du coup, partir, je sais pas, sur 1 à 6 mois dans un autre pays pour juste tester, expérimenter, apprendre aussi comment ça se passe, du coup, soit la gestion d'entreprise, soit peut-être aussi découvrir vraiment des techniques spécifiques du coup à ce pays ou à ce restaurant. Et ensuite revenir en France, créer ton restaurant et du coup, soit repartir vers d'autres aventures, soit... Donc c'est vrai que c'est pas dans le cadre d'un stage, parce que là, c'est bien en tant que toi, entrepreneur, cuisinier, tu viens découvrir et rencontrer un autre entrepreneur et tu lui apporteras aussi, toi, tes connaissances, tes compétences que tu as acquises, du coup, là, lors de ta formation et de ton expérience professionnelle. D'accord, très bien. Je ne pensais pas que c'était comme ça. La précision était en effet intéressante et alors je sais que votre professeur, Monsieur Raza, vous a aussi préparé pour le concours de meilleur apprenti de France dont il a parlé tout à l'heure. Est-ce que le fait d'avoir été 24 jours dans un autre pays et d'être sorti de ta zone de confort, ça t'a donné plus d'aplomb pour te présenter au concours de meilleur apprenti de France? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas fait le meilleur apprenti de France. J'ai fait un autre concours qui est le concours Vendée Terre de qualité.
où je suis arrivé en finale avec Samantha. Et oui, ça donne confiance parce que le fait de vivre là-bas, d'être livré à nous-mêmes, ça nous donne confiance plus dans la vie de tous les jours, mais du coup, ce qui nous aide aussi également dans le métier. Et c'est sûr que c'était un très bon point là-dessus, de partir en Finlande. Mhm. Et je suppose que pour Samantha aussi, vous avez participé tous les deux à ce concours. Est-ce que ça vous a donné justement un nouveau challenge pour la suite? Oui, bah oui, peut-être reparticiper à d'autres concours. Mais bon, ce concours, je me suis pas très bien entraînée, donc je suis pas arrivée dans les finalistes. Mais après, là, ça m'a permis au moins de me dire qu'il va falloir que je travaille un peu plus. Mhm. Bah, c'est ça aussi, l'année européenne des compétences, c'est pour pouvoir aller se challenger en bon français ailleurs, se défier à d'autres réalités et puis de donner envie de continuer à avancer et à se stimuler en fin de compte. C'est ça. Et à se surpasser aussi. Mm. Est-ce que justement vous en avez parlé autour de vous à des membres de votre promotion qui étaient plus frileux pour se lancer à l'international? Ah oui, je sais que dans notre classe, il y a Dans beaucoup. notre classe, hein. Oui, dans notre classe, il y a beaucoup de gens qui souhaitent partir à l'étranger. Il y a plus les 3/4 de la classe qui souhaitent partir à l'étranger. Donc oui, on est un peu tous intéressés par ce sujet. Oui. C'est un peu le rêve américain, on va dire, des cuisiniers, parce qu'on a envie de découvrir plein d'autres saveurs, des nouveaux légumes, des fruits, enfin, les techniques aussi, parce que dans chaque pays, c'est différent. Donc, ouais, on a pratiquement 2/3 de la classe souhaitent partir à l'étranger. Puis on a un métier qui nous permet aussi, avec toutes nos connaissances qu'on a acquises en France, qui est la gastronomie française est très poussée. Et notre métier, il nous permet de justement beaucoup bouger à l'étranger. Donc oui, c'est très intéressant. Tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais avoir le point de vue de votre chef d'entreprise. Non, restez, parce que c'est vous. Est-ce que vos patrons, justement, vos chefs d'apprentissage dans vos restaurants, ont changé le regard sur vous et ont apprécié le fait que vous soyez, OK, peut-être parti 24 jours, mais vous en êtes revenu avec un autre bagage, quoi. Je sais pas pour toi. toi. Bon, après, pour moi, c'est vrai que pendant ce temps-là, pendant que je suis partie à Malte en Erasmus, ils étaient en vacances. Donc, après, ils avaient aussi coupé le fait de travailler pendant un petit moment. Donc, on est tous revenus un peu tout neufs, on va dire. Mais après, moi, elle m'a pas forcément dit, c'est plutôt moi qui l'ai ressenti. Elle m'a pas forcément fait la remarque, mais moi, je me suis sentie un peu plus... on va dire droite. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que j'étais plus concentrée sur mon travail. J'avais perdu mes habitudes d'avant. Ouais, moi, j'ai exactement le même ressenti que Samantha. Plus sérieux. Ouais, voilà. On a pris conscience des choses, je pense. Ouais, on a pris conscience que qu'on était bien là où on était et le changement, ça nous a fait grandir, on va dire. Voilà. Très bien, belle conclusion. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Magali, y a-t-il des questions dans le fil de discussion? Alors, on a eu une question, mais je pense qu'on pourra poser plus tard, qui s'adresse plutôt, je pense, à Titouan Martin Barré, qui est en lien avec, vous l'avez vu peut-être, Titouan, la question? Ok. Donc, on peut continuer avec l'équipe du CFA. Alors, on va poser donc la question qui est arrivée avant parmi les inscriptions. Donc, une personne, Gwenella Daniel, qui posait la question. Travaillant dans un centre de formation qui accueille des apprentis, donc comme vous, les mobilités des apprentis nous apparaissent fort restrictives. Comment assouplir, rassurer, donner de l'élan malgré tout cela? Alors, elle parlait des durées limitées. Là, on a entendu que c'était 24 jours. L'obligation d'accompagner les groupes. Est-ce que vous trouvez ça aussi contraignant, le Erasmus plus stage, ou au contraire, il y a des solutions? Non, mais écoutez, il y a des solutions, hein. C'est vrai que c'est de l'organisation, tout simplement. Généralement, nous, donc c'est Isabelle Baron qui organise tout ça. Pour les départs, c'est pris bien à l'avance. Donc, on fait en sorte de libérer les formateurs pour qu'ils puissent accompagner les jeunes.
Généralement, c'est organisé et ça pose aucun problème. Tout est bien calé, tout est bien cadré. Ça marche très bien et généralement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, faut planifier à l'avance. C'est surtout ça, c'est les dates pour les départs qu'il faut voir aussi par rapport aux entreprises parce que les entreprises laissent partir les jeunes pendant 3 semaines. Et bon, il ne faut pas que ce soit une période où justement une période un petit peu où l'entreprise travaille beaucoup parce que bah, ils pourront pas se séparer du jeune pendant 3 semaines parce que voilà, il y a du travail. Mais bon, généralement, on arrive à gérer que ce soit pour l'entreprise ou pour le centre de formation sans problème. Parfait. Bon, bah, merci. Et puis, je pense que comme Titouan est le référent pour Erasmus+, Jeunesse et Sport, il y a votre référent à Bordeaux, dont Titouan Martin Barret faisait référence tout à l'heure. Donc, l'agence Erasmus+, Formation, Éducation. Et les personnes sont tout à fait à disposition pour répondre aux questions. Tout à fait. Et je voulais... Allez-y. Pardon, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport. On a entendu Dylan qui est parti en Finlande. Donc Dylan, il a eu la chance aussi de travailler des produits comme le renne. Le renne, c'est un produit, faut savoir qu'il y a plus de rennes que d'habitants en Finlande. Et c'est un produit qu'il travaille vraiment sur toutes les façons possibles, hein, comme nous, un petit peu le bœuf. Ils ont aussi des méthodes de fumage assez poussées. Ils font fumer, par exemple, les purées de pommes de terre. Ils vont vous la faire fumer également. Voilà, c'est des pratiques qu'il a pu découvrir et qui étaient très intéressantes. Donc, voilà. Et puis, pour revenir, par contre, très rapidement sur le concours Meilleur apprenti de France, donc moi, je forme au niveau du service et c'est vrai que nous, moi, j'ai eu 3 jeunes à former cette année. C'était jeudi dernier. On a réussi à voir donc sur les 3 jeunes qu'on a fait, on a eu même 4e jeune avec ma collègue qui proposait aussi une jeune. On a eu donc 2 médailles de bronze, une médaille d'argent et une médaille d'or. Et la médaille d'argent et la médaille d'or peut du coup continuer avec les mêmes sujets pour le régional. Et après, il faut savoir que le régional, une fois que vous êtes sélectionné au régional, que vous avez la médaille d'or, vous passez en national. Voilà, c'était la petite information que je n'ai pas donnée tout à l'heure, que je voulais donner. Et après, il y a les concours aussi européens de meilleurs apprentis. Ah, puis après, il y a tout ce qui est Euroskill et WorldSkill. Donc là, c'est vrai que bon, là encore, on monte encore parce que là, il faut vraiment parler anglais couramment pour pouvoir participer à ce genre de concours. Et c'est vrai que nos jeunes, quand ils reviennent, c'est vrai qu'ils sont un peu plus sûrs d'eux quand ils reviennent de projets Erasmus. Ils ont pris conscience que l'anglais, ça devient abordable aussi. Le fait de le pratiquer quand même, ils s'en font moins une montagne. Et finalement, c'est vrai les jeunes, hein, et finalement, voilà, ils s'y mettent plus facilement. Et c'est vrai que bon, parler anglais, c'est important dans la vie de tous les jours pratiquement. Donc, il faut continuer à ce que ces jeunes prennent conscience justement que l'anglais, et notamment dans notre métier, particulièrement la salle, c'est vraiment important. Donc voilà, il faut y aller, il faut apprendre l'anglais. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 de vous être échappés de vos cours pour venir témoigner dans cette année européenne des compétences. Merci à vous et puis bravo à tous les intervenants pour tout ce qui est fait. C'est vraiment magnifique. Bon, on vous remercie aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, ce n'est pas terminé. Ne nous quittez pas parce qu'on a quelques questions, Magali, donc, qui sont arrivées sur les autres domaines. Parce qu'Erasmus+, oui, Hélène, tout à fait. Alors, j'essaye de retrouver parce qu'entre-temps, les intervenants ont pris la main pour répondre en mettant des liens. Je ne sais pas, Titouan, si vous voulez réagir à ce que vous aviez mis dans le chat. Tout à fait, il y avait deux très bonnes questions. La première, c'était de Fleur sur les questions de participation des jeunes. Donc, est-ce que c'est possible de faire du lien entre les jeunes, les élus? Il y a un format Erasmus+, qui est vraiment dédié à ça, donc, qui s'appelle Participation des jeunes. J'ai mis le lien
en commentaire et le contact de la personne à l'agence jeunesse et sport qui s'occupe de ça. Et pour avoir une petite précision un peu sur la différence entre éducation, formation, jeunesse et sport, c'est dès qu'on va être dans le côté un peu éducation formelle, là, on va s'adresser à l'agence de Bordeaux. Et dès que ça va être de l'informel ou lié au sport, ça va être du côté comment ça s'appelle, de l'agence de Paris, donc jeunesse et sport. Voilà un petit peu. La deuxième question, c'était par rapport aux accueils de loisirs sans hébergement des titulaires du BAFA pour envoyer en job shadowing. Donc là, j'ai apporté une petite précision en fonction de l'objectif du job shadowing, si c'est un objectif qui est lié au sport pour faire bénéficier un petit peu au sport de masse. Par exemple, j'ai des exemples, être en capacité pour les formateurs BAFA, les titulaires du BAFA de proposer des activités physiques et sportives, des grands jeux qui utilisent le sport pour pouvoir s'évaluer le pour être en capacité d'inclure les personnes en situation de handicap, chose qu'ils n'arrivent pas forcément à faire. Ça ne fait pas actuellement partie de la formation BAFA, moi-même titulaire BAFA. Là, et à ce moment-là, il y a possibilité de se diriger vers le dispositif mobilité des personnels sportifs. Donc, côté sport, j'ai remis mon adresse en cas de besoin. Avec un prochain appel à projet, dans les deux cas, le 4 octobre. Ok, donc ça laisse le temps en tout cas de réfléchir à l'organisation, à la mise en œuvre du projet. Du côté du chat, il n'y avait pas d'autres questions. Je ne sais pas, Hélène, si tu en vois d'autres qu'on avait identifiées dans les inscriptions. Non, c'était bon. Sur un programme éventuellement concernant les migration, et pas émigration. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques? Je dirais que tout, parce que la mobilité internationale, de toute façon, ça fait partie des migrations. Alors, il y a les programmes, si peut-être on peut préciser, Tito Martin Barré, le fait que Erasmus+ ou les programmes européens ne sont pas que pour les pays membres de l'Union européenne, puisqu'il y a des pays partenaires. Et est-ce que les pays hors territoire proche du continent européen, tels que les Amériques ou l'Asie, peuvent être concernés ou pas? Ils peuvent être concernés. Alors, là, je parle plus pour le programme Erasmus+ Sport, sur lequel je maîtrise un peu mieux le sujet que les autres. Donc, d'autres pays, en fait, qui ne font pas partie ni du programme Erasmus+, donc 5 pays, Macédoine du Nord, Turquie et 3 autres, qui ont conventionné, du coup, avec la Commission européenne pour pouvoir bénéficier du programme Erasmus+. Si vous avez envie de travailler avec des pays qui ne sont pas associés, ce sera dans le cadre des partenariats de coopération, des partenariats un peu plus gros, pour des financements de 120 000, 250 000, 400 000. Et en fait, il faut que l'apport du partenariat extra-communautaire, en fait, qui fait pas partie de l'UE, il soit vraiment une belle plus-value. Je donne un exemple. Il y a un pays du sud sud-américain qui a une réelle expertise, par exemple, sur la gestion des crises pour leurs associations sportives, parce qu'ils ont été soumis à plusieurs crises. Là, il y a une réelle plus-value, donc ce partenaire-là, en fait, il a un intérêt et ses compétences, son expérience, ils vont bénéficier à l'Union européenne. On va montrer ça à la Commission européenne qui, derrière, évalue les dossiers et se dit, est-ce que nous, on va pas forcément donner des financements à des pays qui font pas partie du programme et qui ne cotisent pas. Et pour Erasmus pour jeunes entrepreneurs, donc merci à Tito Martin Barré. Pour jeunes entrepreneurs, c'est pareil. J'ai vu que dans le chat, Samuel Vérité, vous aviez mentionné cette possibilité hors Union européenne. Ouais, c'est ça, c'est que c'est AI Global, du coup, donc je vous ai mis le lien dans le chat et donc c'est bien dans le cadre du programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Et là, c'est vrai que ça peut être, on peut aller du coup aux États-Unis, on peut aller en Amérique du Sud, en Asie, pour échanger, du coup créer un échange également. Et donc voilà, c'est le même principe, sauf que du coup on va dire que c'est une partie, c'est un programme dans le programme, quoi. Une question qui vient d'arriver, quelles sont les aides pour trouver des partenaires en mobilité des élèves et étudiants dans l'éducation nationale, s'il vous plaît? Je vais faire une passe décisive à mes collègues de l'éducation formation. L'adresse existe dans le chat. Et pour le coup, ils ont des dispositifs qui sont assez bien construits et d'aide pour trouver des partenaires qui est plus développé que de notre côté. Donc, de ce côté-là, vous pourrez trouver votre bonheur. Et le contact est dans le chat. Ok. Et transition peut-être vers Stéphane Alanic, justement, Magali. C'est ça. Justement, en parlant de contact, on va laisser la parole avant de se quitter à Stéphane qui va vous présenter le bureau territorial Erasmus+ et le réseau des développeurs. Stéphane, c'est à toi. Merci. C'est vaste, hein.
quel sujet Erasmus+, la mobilité, les compétences. Ça a sans doute été inspirant pour bon nombre d'entre nous, et peut-être que au sein de sa structure ou au sein de son entourage proche, on peut avoir déjà entendu dire que, et oui, Erasmus+, ça peut être intéressant, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Il s'avère que du côté éducation-formation, l'agence Erasmus+, basée à Bordeaux, a souhaité mettre en place une sorte de relais de proximité, plusieurs relais de proximité. Ce sont donc des bureaux territoriaux Erasmus+, qui sont au nombre de 4 en France métropolitaine, plus vous en avez un aussi pour Antilles-Guyane. Ces bureaux territoriaux ont donc du temps de dégager à mettre à disposition des porteurs de projets. Les bureaux territoriaux peuvent donc aider dans tout ce qui est démarche, comment se connecter sur les plateformes officielles pour officiellement déposer une demande, comment réfléchir son projet, dans quel cadre le faire rentrer, qu'est-ce qui pourra être, ou qu'est-ce qui aura les chances d'être validé et qu'est-ce qui ne le sera vraiment pas, que finance Erasmus, que ne finance pas Erasmus. Beaucoup de questions, beaucoup d'informations en ligne, et voilà, l'agence de Bordeaux répond à ces questions-là aussi, mais vous imaginez bien qu'elle ne peut, en tout cas, c'est pas facile d'absorber toutes les questions au niveau national. Donc, les relais de proximité peuvent aussi aider à y contribuer. Aujourd'hui, on est donc au nombre de 5. Nous, on intervient sur la région Pays de la Loire et le département de la Sarthe. L'objectif étant de multiplier le nombre de projets Erasmus+, puisque les crédits ont augmenté de 80% entre 2021 et 2027 par rapport à la dernière programmation. Donc, vous imaginez bien que maintenant, avec autant de crédits nouveaux, il faut aussi les employer et les utiliser, sinon plus tard, les crédits ne seront pas reproposés. Donc, l'objectif, c'est de démultiplier les porteurs de projets et le nombre de projets pour que des projets de qualité émergent. On a donc des réunions d'information collective que l'on organise. On se déplace aussi en rendez-vous individuel. Par exemple, nous, sur cette année d'expérimentation, on a fait plus d'une 80 rendez-vous environ en tête-à-tête avec des acteurs du territoire pour susciter l'envie de se lancer dans le projet. Simplement, peut-être dire que ça existe, ou alors plus concrètement, dire comment faire et comment s'y prendre. L'objectif, donc, c'est de faire accréditer ces structures-là, donc développer le nombre de projets, répondre aux questions en complément aussi avec l'agence Erasmus+, et faire vivre un réseau de développeurs qui est un autre réseau de proximité, des personnes qui sont donc compétentes sur les projets Erasmus+, et qui peuvent, alors ce ne sont pas des structures, ce sont des personnes à titre individuel, donc elles peuvent aussi être, voilà, donner de leur temps bénévolement pour ensuite mettre en place, ou aider à mettre en place les projets qui s'adressent aux associations, aux centres sociaux, aux collectivités, aux écoles maternelles, primaires, aux collèges, aux lycées, au MFR, enfin beaucoup d'établissements et beaucoup de publics. Et pour pas être plus long, vous avez aussi la possibilité avec Erasmus+, de faire partir des personnels. Vous travaillez en mairie, vous pouvez faire partir votre agent comptable, vous travaillez dans un établissement scolaire. Il est aussi possible de faire profiter des mobilités les enseignants, les professeurs et les personnels de l'éducation. Donc voilà, c'est assez vaste. Actuellement, je vous ai parlé que de 5 bureaux en France. C'est peu, on est d'accord, mais c'est déjà bien parce que c'est nouveau. C'est nouveau depuis 2022. Et attendez la rentrée scolaire prochaine, donc septembre 2023. Normalement, le nombre de bureaux territoriaux devrait être multiplié en France. Et l'idéal, c'est en tout cas ce qui est aujourd'hui escompté et travaillé par l'agence, c'est que vous puissiez retrouver dans chacun ou dans chacune de vos régions un bureau de proximité pour vous aider à monter vos projets. Très bien. Bah, c'est plutôt complet pour une synthèse, Stéphane. Et donc, pour compléter, c'est vrai que on le disait au début du webinaire, vous avez la possibilité, en tout cas, de contacter les centres d'information Europe Direct en Bretagne et Pays de la Loire. Julie pourra mettre dans le chat les contacts, mais sachez qu'on enverra un mail prochainement avec où on rassemblera évidemment toutes ces informations qu'on a mis sur le chat, les présentations des intervenants, donc Titouan Martin Barré et Samuel Vérité. Et voilà, vous pourrez en tout cas reprendre tous ces éléments à tête reposée et revenir vers nous si vous avez des questions. En tout cas, on espère l'envie d'aller plus loin dans l'organisation des projets Erasmus+. Hélène qui nous a quittés. Mais je suis toujours là. Voilà, qui nous a quittés juste par la caméra, mais bien avec nous. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant de passer à la conclusion ou s'il y a d'autres questions de la part des participants.
avant? On a fait le tour un peu des questions qui nous étaient arrivées en amont et celles parues dans le chat. À remercier tous ceux qui nous ont rejoints parce qu'on avait la France entière qui était représentée dans nos inscrits, également les DOM-TOM, puisqu'on avait la Réunion, le Centre régional d'information jeunesse de la Réunion qui était présent également. Donc, merci beaucoup. On espère que ça a répondu à vos questions. Alors, c'est vrai que le sujet est large et vaste, mais au moins que ça, comme le disait Stéphane, que ça a été inspirant et surtout que ça vous a donné envie justement de vous lancer vous aussi dans cette aventure de l'internationalisation de vos projets et notamment au niveau européen. Très bien. Alors, avant de se quitter, parce que peut-être que vous avez encore un peu d'énergie pour poursuivre avec un autre webinaire cet après-midi, dont nous avons un intervenant ici, Titouan Martin-Marais, qui intervient également cet après-midi. Donc, un webinaire organisé par la représentation en France de la Commission européenne et son service l'Europe des communes à destination des collectivités, qui organise un webinaire cet après-midi sur le décryptage des politiques européennes dans le domaine du sport. Donc, Julie vous a mis le lien. Je crois qu'il faut s'inscrire, mais bon, l'événement a lieu à 14h. Vous avez encore quelques heures pour le faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, les intervenants comme les organisateurs restent à votre disposition pour toute question. Comme je vous l'ai dit, on vous enverra un mail avec l'enregistrement du webinaire. Donc, on vous invite à revoir si vous avez quelques questions, enfin quelques éléments dont vous voulez vous souvenez plus et que vous voulez revoir, mais en tout cas n'hésitez pas à le diffuser largement auprès de votre réseau ou d'autres collègues qui seraient intéressés par monter un projet Erasmus+. Voilà, et donc pour conclure, que ce soit les organisateurs comme les intervenants, en tout cas on vous remercie pour votre participation nombreuse et à l'échelle de la France et bien au-delà de la France. Et au nom des organisateurs, en tout cas, on tient à remercier vivement les intervenants qui ont répondu présent à notre invitation et aussi pour la qualité de leur intervention qui, je crois, va permettre de susciter l'intérêt pour se lancer dans les programmes Erasmus+. Voilà. Est-ce que, Hélène, tu veux ajouter quelque chose ? Un grand merci à tout le monde et en avant pour vous lancer dans l'aventure. C'est ça, exactement. Et bonne année européenne des compétences. Tout à fait, tout à fait. Bonne fin de journée à vous et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.